Prêt? Prêt. Prêt. Bonjour à tous, je suis Gaël et j'aimerais vous poser une question. Quelle est votre saga préférée? Star Wars. Retour vers le futur. Je vous laisse écrire dans les commentaires quelle saga est la plus chère à vos yeux et pourquoi elle vaut largement plus que toutes les autres. C'est pour le référencement. Cependant, expliquer pourquoi on aime ou pas tel film, c'est relativement simple. J'aime la saga Transformers car les films sont subtils et raffinés. Moi non. Et comme ici on aime les questions compliquées, on s'est plutôt dit qu'on allait faire une vidéo sur ce qu'est une saga. Qu'est-ce qu'une saga? D'où viennent-elles? À partir de combien de films peut-on dire qu'une saga en est vraiment une? C'est quoi la différence avec les séries? C'est quoi une bonne saga? Et c'est quoi une mauvaise saga? Quel est le sens de la vie? Star Wars. Répondre à ces questions, c'est précisément le but de cette série de vidéos, que l'on va appeler... Saga... Cité. Banco. Les sagas, vous n'êtes pas sans le savoir, ça ne date pas d'hier, car elles ont toujours été un élément important du paysage cinématographique. Elles l'ont été avec le Docteur Mabuse, le sont toujours actuellement avec Star Wars, et le seront encore pendant des années avec le Marvel Cinematic Universe. Cependant, si l'on veut chercher l'origine de la saga, on peut remonter encore bien plus loin. Les triptyques de la peinture ou les trilogies du théâtre grec par exemple. Techniquement, on peut faire remonter les origines des sagas, qu'elles soient littéraires, cinématographiques ou autres, jusqu'à l'Antiquité, voire la préhistoire, avec les peintures rupestres. Le fait est que les sagas existent depuis les débuts de la fiction. Que ce soit un vieux mur dans une caverne de merde, sur un bouquin, une toile ou de la pellicule, du moment que l'on peut faire de la fiction, on peut faire des sagas. Au théâtre, la plus vieille trilogie que l'on ait conservée est l'Orestide d'Esquile, en 458 avant Jésus-Christ, pour vous dire à quel point ça date. En littérature, l'une des sagas les plus connues est celle des Rougon-Macquart d'Émile Zola, qui t'explique en 20 bouquins pourquoi la vie sous le Second Empire c'était ultra fun. Dans le domaine de la peinture, bien que cela ne semble pas très intuitif de raconter des histoires avec une image fixe, il existe bien des œuvres que l'on peut qualifier de sagas. Ce sont les polyptyques. Le Jugement dernier de Jérôme Bosch, c'est totalement une saga avec exposition, péripéties et épilogue. Mais bon, vous êtes comme moi, quand on vous dit le mot saga, vous pensez aux sagas cinématographiques. Ou alors vous pensez aux sagas nordiques, et c'est vrai qu'à la base, le mot vient de là. Et si vous êtes des cracks, vous pensez à ça. Et on y reviendra un jour. Mais revenons aux sagas nordiques car, dans notre quête de définition, il me semble important de chercher dans les origines même du mot. Selon Régis Boyer, ancien professeur de la civilisation scandinave à l'université Paris-Sorbonne, on appelle saga un récit en prose rapportant la vie et les faits et gestes d'un personnage digne de mémoire pour diverses raisons, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, en omettant ni ses ancêtres ni ses descendants s'ils ont une quelconque importance. C'est un peu comme si on adaptait en bouquin un arbre généalogique. Bah elle a raison. Évidemment. Plus vulgairement, la saga serait une forme de version romancée de la vie d'une personne et de sa famille. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Moi aussi. Et c'est vrai que cette définition, si on l'adapte dans le domaine de la fiction au cinéma, marche plutôt bien, mais elle serait incomplète. Par exemple, dans la saga Harry Potter, on est d'accord que c'est très centré sur Harry, certes ses parents ouvrent l'intrigue et ses enfants la ferment, mais à 99%, ça reste l'histoire d'Harry et non celle de sa famille. Tu es en train de nous dire que Régis Boyer nous a menti? Ah bah oui, Diantre. C'est pareil avec la saga des Final Fantasy. Il y a eu une quinzaine d'épisodes, mais aucun n'est foutu d'appartenir à un univers commun. Certains sont tentés de nous dire que Final Fantasy n'est pas une saga, mais une franchise. Et nous y reviendrons. Demandons son avis à la source de connaissances la plus sûre du monde, Wikipédia. Ce dernier nous dit que une saga désigne un cycle romanesque en plusieurs volets sous certaines œuvres à caractère épique, même si elles sont exprimées sur un support autre que le support littéraire. De manière plus générale, le terme est également utilisé de manière métaphorique pour désigner une histoire, fictive ou non, qui connaîtrait de nombreux épisodes et rebondissements. Bon, la définition a le mérite d'être plus moderne, mais je la trouve toujours trop restrictive et pas assez claire. Le premier truc qui me fait tiquer, c'est à caractère épique. L'épique est un genre de récit défini par des aventures héroïques ou légendaires, toujours selon Wikipédia. On peut débattre du genre épique dans une saga comme Le Seigneur des Anneaux par exemple, mais est-ce qu'on peut en faire autant avec Madagascar? Pas sûr. De même, je ne pense pas que l'on puisse rattacher qu'un seul genre à une saga. Déjà que les films n'en ont rarement qu'un seul, donc... La tétralogie Alien, par exemple, on peut accorder aux 4 films le genre de la science-fiction sans trop se poser de questions. Mais après... Le premier est un survival horror, le second est un film d'action, le troisième est un huis clos carcéral, et le dernier... c'est un film de Jean-Pierre Jeunet. Bref, on ne peut pas dire que l'unicité du genre caractérise la saga. En revanche, s'il y a bien un truc sur lequel tout le monde est d'accord, c'est qu'une saga est avant tout une succession de suites. Moi, la question que je me pose, c'est à partir de combien de films peut-on dire qu'une saga en est vraiment une? 3.
Il est vrai que la majorité des gens diront qu'une saga est constituée de 3 films, parce que cela fait référence à la sacro-sainte trilogie. Non seulement il s'agit de l'une des plus vieilles formes de fiction, comme on l'a vu avec l'Oresti, mais en plus elle est de loin la plus populaire. Par exemple, lorsque l'on parle de Star Wars, qui parle d'énéalogie? Exactement, personne. Par contre, tout le monde parle de la trilogie originelle, de la prélogie, de la postlogie, car naturellement, les 9 épisodes ont été divisés en 3 grandes histoires, elles-mêmes en 3 parties. Culturellement et narrativement parlant, la trilogie est presque trop parfaite, car elle ressemble fortement aux 3 actes d'un film, à savoir l'exposition, les péripéties et l'épilogue. Cependant, la trilogie est tellement importante, elle va tellement de soi, que certains diraient qu'elle ne peut être considérée comme une saga. Au contraire, la saga est une extension de la trilogie, ainsi la saga commence vraiment à partir du 4e film. Cela dit, cet argument n'est pas pertinent, car même si elle est moins représentée, la tétralogie est tout aussi importante culturellement que la trilogie. Et puis, on peut ressortir le même argument à chaque fois. La tétralogie est trop importante pour être considérée comme une saga. C'est à partir de la pentalogie que l'on parle réellement de saga. La pentalogie est trop importante pour être considérée comme une saga. C'est à partir de l'hexalogie que l'on parle réellement de saga. Etc. Etc. C'est débile. Totalement con. Et même si j'ai du mal à croire que je vais dire ça, nous allons résoudre une question cinématographique avec les mathématiques. Bordel de merde. En sachant qu'une saga est un ensemble de plusieurs films, on peut décemment exposer le fait qu'un film unique n'est pas une saga. Ainsi, mettons que le nombre minimum de films nécessaires pour une saga soit représenté par l'inconnu X. Donc on peut en déduire que X est supérieur à 1. Quel est le premier nombre entier supérieur à 1 ? Donc oui, désolé de vous le dire, mais la réponse n'est ni 3 ni 4, mais bien 2. Une saga peut être considérée comme telle à partir de 2 films. Il faut l'avouer, peu importe le médium, c'est assez rare de trouver ce genre de trucs, mais ils existent. Couramment, cela s'appelle un diptyque. Dittico de Piero della Francesca est un cas édifiant, mais dans les formes d'art plus narratives, on peut penser à Objectif Lune et On a marché sur la Lune des aventures de Tintin. Au cinéma, on peut penser à Kill Bill volume 1 et 2. Certains diront qu'il s'agit d'un film coupé en 2 pour diverses raisons, mais c'est exactement la définition du diptyque. 2 œuvres complémentaires divisées pour diverses raisons, qu'elles soient artistiques, pécuniaires, etc. Et si l'on veut être exhaustif, on peut parler de la dilogie, une autre forme de saga qui prend 2 films et les additionne plus qu'ils ne se complètent, contrairement au diptyque. Généralement, la dilogie se différencie du diptyque dans sa conception. En effet, là où le diptyque se prévoit et se réalise à l'avance, le 2e épisode de la dilogie, lui, est conçu après le succès du premier. C'est le cas de la dilogie Gremlins ainsi que The Mask. Merci de nous rappeler que ce film existe. Après avoir défini la saga dans sa forme, il est temps de la définir dans son fond. Qu'est-ce qui relie des films entre eux pour former un tout cohérent ? Cette question est déjà beaucoup plus compliquée que la précédente car on ne peut décemment pas la résoudre avec une vulgaire équation. Cependant, toujours dans le domaine des mathématiques, j'aimerais diviser ma réponse en 3 parties. Premièrement, nous allons parler de la forme de saga la plus connue, celle que j'ai affectueusement nommée la saga polyptyque. Si vous suivez bien, je parle de ces sagas comme Kill Bill et Le Seigneur des Anneaux, qui s'apparentent plus à un film unique mais divisé en plusieurs longs métrages. Comme dit précédemment, les raisons peuvent varier d'une œuvre à l'autre. Kill Bill a été divisé en 2 pour ne pas avoir à couper des scènes qui auraient été jugées de trop. En ce qui concerne Le Seigneur des Anneaux, l'idée de diviser l'histoire de Frodon en 3 vient bien sûr de Tolkien, car le prix du papier était trop élevé pendant la période d'après-guerre. Le principal lien entre les films d'une saga polyptyque est bien évidemment le scénario. Protagoniste, antagoniste, diégèse, tout ça revient dans les suites, pour débuter, continuer et terminer des intrigues placées en amont dans la saga. Béatrix veut tuer Bill dès le premier volume, mais elle n'y parvient qu'à la fin du volume 2. Frodon doit jeter l'anneau unique dans la montagne du destin, mais il n'y arrive qu'après une quinzaine d'heures de film. Le principal intérêt de ce type de saga réside dans la continuation d'un même récit. Pour les auteurs, cela leur permet de raconter une seule et même histoire, sans avoir à rendre un seul film trop indigeste ou tout simplement trop long. De plus, cette formule permet de fidéliser le spectateur qui, pour connaître le dénouement du récit, devra obligatoirement suivre les suites. Quel orateur. Ta gueule. Cependant, c'est aussi de là que provient le principal défaut imputé à ce système de saga. Les épisodes, formant un tout, ne peuvent être, par nature, complets, car leurs intrigues ne peuvent être bouclées dans un même épisode. Par exemple, en tant qu'œuvre unique, comment ne pas reprocher à Star Wars épisode 5 de ne pas conclure l'intrigue autour de la rébellion et de l'Empire ? Il n'y a pas de réponse claire et définitive. Chaque film d'une saga polyptyque se doit d'apporter, de développer et de terminer certaines intrigues pour que le tout avance correctement, sans aller trop vite en bâclant la narration, et sans aller trop lentement pour ne pas lasser le spectateur. Être scénariste d'une saga polyptyque, c'est un peu comme faire le funambule avec d'un côté le champ de mine, et de l'autre les sables mouvants.
Par opposition aux sagas polyptiques, il existe des sagas dont les films ne sont reliés que par la récurrence de un ou plusieurs personnages. Ces sagas sont vulgairement nommées classiques, en rapport avec les séries américaines qui reposent sur un principe similaire. Même si, d'un épisode à l'autre, certaines références subsistent, la saga Die Hard reprend ce concept proche des séries américaines comme Columbo, toutes les deux n'ayant pratiquement qu'un seul lien entre chaque épisode, à savoir leurs protagonistes, respectivement John McClane et Frank Columbo. Les qualités et les défauts des sagas classiques sont contraires aux sagas polyptiques. La fidélisation du spectateur ne se fait que par l'appréciation d'un élément récurrent, souvent le personnage principal, ce qui est beaucoup moins fort qu'un ensemble d'intrigues. De plus, même si la qualité intrinsèque des films constituant une saga polyptique peut varier, ils forment un tout, chaque épisode apportant quelque chose au précédent, les rendant tous iconiques et importants, ce qui n'est pas le cas d'une saga classique. Un mauvais film dans une saga classique restera un mauvais film. Il n'aura même pas le mérite de faire avancer la saga. Cependant, une saga classique ne possède pas cette dépendance interfilm. Ainsi, lorsqu'un film commence une intrigue, il la boucle avant la fin et ne la repousse pas au prochain épisode. Chaque film est complet et peut s'apprécier seul, sans être obligé de visionner les autres. Par exemple, en prenant les films The Mask et Son of the Mask, que l'on peut qualifier de saga classique. Les épisodes n'étant reliés que par la présence du masque, il n'est pas nécessaire de visionner le second film si l'on veut voir que le premier, car celui-ci résout toutes les intrigues qu'il a lancées. Et ça, c'est indéniablement une bonne chose. Tu m'étonnes. Cependant, il serait trop réducteur de limiter la définition de la saga à seulement deux types de narration. En effet, quand bien même leurs constructions sont différentes, les sagas polyptiques et classiques n'en restent pas moins une succession de films reliés entre eux par des éléments scénaristiques, qu'ils soient importants ou anecdotiques. D'un épisode à un autre, chacun doit respecter des règles préalablement établies. Par exemple, Harry Potter and the Order of the Phoenix ne peut déclarer que tous les moldus connaissent l'existence des sorciers, car cela briserait la cohérence mise en place par les 4 premiers films. Une saga possède une diégèse, un univers fictif qui possède ses propres règles, telles que les Vulcains peuvent lire les pensées, ou bien il faut 88 miles pour voyager dans le temps. Chaque film doit respecter cette diégèse. Cela dit, même si énormément de sagas respectent leur diégèse, il en existe certaines qui n'en ont tout simplement pas. Ces sagas sont souvent officieuses ou bien déclarées comme telles après analyse de plusieurs spectateurs et critiques qui y trouvent des points communs. Nous appellerons ces sagas, pour les différencier des autres, des sagas anthologiques, nommées à partir des recueils anthologiques servant originellement à regrouper plusieurs œuvres ayant des thèmes communs. On peut penser à la trilogie de l'Apocalypse, composée de The Thing, Prince of Darkness et In the Mouth of Madness, réalisée par John Carpenter, dont les thèmes horrifiques et téléologie, ainsi que le style du réalisateur, donnent l'impression de regarder une trilogie. Il en va de même avec The Polar Express, Beowulf et A Christmas Carol, réalisés par Robert Zemeckis, 3 films reliés entre eux par la performance capture, une technologie encore bafouillante à l'époque, perfectionnée avec cette trilogie officieuse, devenant d'une certaine manière iconique. Cependant, il est difficile de prendre en compte les sagas officieuses car, par définition, elles ne peuvent servir d'exemple catégorique. Mais, d'une façon similaire, il existe des films qui n'ont aucun lien scénaristique entre eux et qui pourtant sont considérés comme de vraies sagas. Les deux cas les plus connus sont la Blood and Ice Cream Trilogy, réalisée par Edgar Wright, et la trilogie des Qatsi, réalisée par Godfrey Reggio. Shaun of the Dead, Hot Fuzz et The World's End sont reliés entre eux par diverses gimmicks, des idées visuelles identiques, un humour parodique des acteurs récurrents, ainsi que des thématiques principales communes, tout en étant considérés par leurs auteurs eux-mêmes comme une véritable trilogie. Pourtant, aucun des 3 films ne peut se dérouler dans le même univers de fiction. Pour Koyanis Qatsi, Powa Qatsi et Nagoy Qatsi, il s'agit de plusieurs films documentaires expérimentaux, ayant des thèmes communs sur la technologie, l'humanité, etc. Tout en étant, comme la Blood and Ice Cream Trilogy, réalisée par un seul et même réalisateur. Ces sagas anthologiques reposent donc sur des thématiques fortes plutôt qu'un scénario. Ainsi, elles restent extrêmement rares car elles ne capitalisent pas sur la fidélisation du spectateur. Cependant, d'une façon similaire aux sagas classiques, chacun des films de ces sagas se suffisent en eux-mêmes et deviennent d'autant plus marquants. En effet, il revient généralement au spectateur de visionner, apprécier et retrouver des éléments récurrents d'un film à l'autre. C'est le cas de la trilogie du dollar, non donnée a posteriori, au film Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più, et Il buono, il brutto et il cattivo, réalisé par Sergio Leone. Si. Bien que l'on retrouve le potentiel même personnage interprété par Clint Eastwood, ces 3 films, bien qu'ils possèdent aussi des thèmes communs, n'étaient pas prévus comme devant faire partie d'une trilogie. Cependant, le spectateur en a décidé ainsi, rendant ces films encore plus iconiques car représentant un tout. Et donc, après avoir étudié plusieurs sagas pour tenter d'obtenir une définition assez claire et assez large, nous pourrions commencer par dire que... Une saga, au cinéma, est une succession d'au moins 2 films liés entre eux via un lien scénaristique et ou une thématique forte.
Du coup, va y avoir une suite ? Bien sûr qu'il va y avoir une suite. Et tu comptes faire quoi 3 épisodes ? Tu me prends pour un trilogiste ? Ma vision de la fiction va bien au-delà de 3 épisodes. Et tu comptes en faire combien du coup ? Oh, je sais pas, tant qu'il y en a pour regarder. Et si personne ne regarde, on verra bien.